Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de grand dialogue, comme vous le savez, consacré à la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. Aujourd'hui, notre invité est M. Modibo Kadiaké, candidat de l'Alliance pour le Mali. Sa candidature, son projet, l'accord de paix seront entre autres le sujet abordé ce soir. Et à l'animation de ce débat, Mamadou Touré et moi-même Kolsi Angarsou. Le grand dialogue. Monsieur Kadiaké, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir Touré et bonsoir aussi à tous les auditeurs qui nous suivent actuellement à travers le pays et aussi à l'extérieur. C'est celui Touré, moi Kolsi Angarsou. Voilà, donc nous sommes à quelques 19 jours de la présidentielle, du premier tour de l'élection présidentielle. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est? Je pense que nous sommes assez sereins. C'est vrai que quand on voit un peu ce qui se passe dans les pays, et nous avons des appréhensions. Mais nous espérons que les choses vont très bien se passer et que le 29 juillet prochain, ça va être une journée de fête démocratique. C'est vraiment le sentiment qui nous anime en ce mois précis. C'est la première fois dans l'histoire politique du Mali qu'il y ait 24 candidats à une élection présidentielle. Quelles sont les vraies motivations qui vous ont poussé à être candidat? Je l'ai dit dans ma déclaration. Et je voudrais donner aux Maliens le sentiment, redonner aux Maliens le sentiment d'être très très fiers d'être Maliens. Et vous savez, notre pays souffre énormément aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés et il y a une bonne partie du pays qui est occupée. Et nous avons tous les jours des menaces sur les populations et sur leurs biens, des difficultés sur les trajets, des difficultés dans les villes. Les gens n'arrivent pas à dormir tranquillement. Des communautés qui vivent ensemble depuis presque un millénaire sont des communautés qui ont des difficultés aujourd'hui de rester ensemble et de continuer à vivre. Et je pense que le Mali a besoin, et les Maliens ont besoin qu'on leur redonne la fierté d'être Maliens. Et parce que ce n'est pas évident. Il faut travailler à cela. Nous sommes candidats pour cela. Nous sommes candidats parce qu'il y a aussi une vision que nous avons. Il y a un certain nombre d'expériences accumulées. Nous pensons qu'il faut mettre également cela à la disposition de tout le Mali. Dans un contexte de crise profonde, le Mali a besoin de nombreuses expériences, de tous les talents, de tous les fils du pays. Je pense que c'est la motivation pour beaucoup d'entre nous. Mais quels sont ces acquis-là sur lesquels vous comptez pour vous faire élire? Les acquis, c'est un travail qui a été fait depuis très longtemps, des réseaux établis, à travers des relations professionnelles, à travers des relations sociales, à travers beaucoup d'autres relations. Et nous pensons que ce sont des réseaux qui sont assez bien structurés. Parce que c'est des réseaux de confiance. La confiance établie sur la pratique des hommes. Nous comptons beaucoup sur ces réseaux-là pour nous faire élire et pour nous faire élire ici cette année comme président de la République du Mali. Vous dites nous comptons. Vous comptez sur quoi, vous, en tant que je? Et quand je dis nous, c'est une façon de parler. Et on peut dire nous, on peut aussi dire je. Quand je dis nous, en fait, c'est je. Je compte sur ces réseaux, en fait. Et en fait, c'est bien ça. Voilà. Alors, quand vous dites qu'il faut redonner cette fierté aux Maliens, même si ce n'est pas évident, est-ce que vous pensez être l'homme qui va pouvoir redonner cette fierté aux Maliens, même si vous pensez que ce n'est pas évident? Je pense. Je pense parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut leur parler de notre vision. Notre vision, c'est le PNP. Par nous, nous pouvons. Nous devons travailler à faire comprendre aux Maliens que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes.
il est illusoire de penser que la solution à nos problèmes viendra d'ailleurs. N'est-il pas plus sûr d'être convaincu que de penser? Et il faut travailler à les convaincre. Il faut travailler à les convaincre parce que ce n'est pas évident. Vous savez, depuis les années de notre indépendance, et quelques années après, nous pensons que nous avons pris une autre trajectoire. Et tout ce qui vient de nous ne nous semble pas être de qualité. Tout ce qui vient de nous ne nous semble pas être bien. Vous prenez chaque secteur. Vous prenez le secteur de la médecine traditionnelle. Vous savez très bien que nous avons des médicaments ici, issus de notre pharmacopée, qui ont fait des preuves. Vous savez qu'en matière de traumatologie, nous avons de grands spécialistes ici qui traitent les fractures. Et dans tous les domaines, en matière de pédiatrie, il y avait une vieille dame ici, Bawassa. Dieu seul sait ce qu'elle faisait par rapport aux enfants. Et bien d'autres choses. Ça, c'est dans le secteur de la médecine. Vous allez dans le secteur de l'ingénierie. Et vous savez très bien qu'Askia Mohamed, il a fait des canaux à Gao et à Tombouctou. Vous savez également que Bamouiti a fait un canal à Ségou. Mais vous allez à l'école de médecine. On ne vous dira pas que l'opération de la cataracte s'est pratiquée à Tombouctou au XVe siècle. On ne vous parlera pas de la médecine traditionnelle. Et vous allez à l'INI, on ne vous parlera pas non plus des chantiers ouverts par Bamouti, des chantiers ouverts par Askia Mohamed. Nous voulons redonner confiance aux Maliens pour leur dire, par nous, nous pouvons. Ayons confiance en nous-mêmes. Si nous n'avons pas confiance en nous, c'est très difficile de partir. Mais nous pensons que le socle, c'est là. La base, c'est à ce niveau-là. Vous parlez des acquis de Bawassa, Askia Mohamed, Bamouti. Vous, Modibo Kadiogé, qu'allez-vous faire pour le Mali? Ce que je vais faire pour le Mali, je vais d'abord convaincre les Maliens que nous devons compter sur nous-mêmes. Ça, c'est la première des choses à faire. Il faut convaincre les Maliens que nous devons compter sur nous-mêmes pour chercher des solutions à nos problèmes. Et ensuite? Et nous rassembler, nous mettre tous ensemble. Et vous savez, le pays, le tissu social est sérieusement fracturé aujourd'hui. Le Mali ne doit pas continuer à souffrir de cette situation-là. Et cela nous oblige à nous rassembler. Comment? Et nous rassembler autour d'un idéal commun, et ça dépendra du leadership politique. Le leadership politique doit travailler à rassembler les Maliens. Comment? Et d'abord, dans notre démarche, on va d'abord travailler dans un premier temps sur la sécurité. La sécurité des personnes et la sécurité des biens. Quand nous travaillerons sur la sécurité des personnes et la sécurité des biens, nous allons nous occuper également, ou je vais m'occuper également, de la sécurité, parce que j'ai l'impression que c'est les jeux. Oui, parce que c'est vous qui êtes très candidat. Bien, très bien. Donc, je vais m'occuper également de la sécurité alimentaire. Parce que vous savez, à l'intérieur de notre pays, il y a une insécurité sur plus de la moitié de la population. Aujourd'hui, il faut travailler à réduire cela sérieusement. C'est aussi bien le cas pour les personnes que pour les bétails. Il faut travailler à cela. Et quand nous allons finir par rapport à ces volets sécuritaires, nous entamons un volet de dialogue. Et c'est là où on va rassembler les Maliens. Le dialogue, il y a deux niveaux de dialogue. Le premier niveau, c'est le dialogue sectoriel. Dialogue sectoriel, ça veut dire que nous devons discuter avec toutes les organisations socio-professionnelles parce que nous avons besoin d'un moratoire. Vous avez senti tout à l'heure, quand on a parlé des élections, on a parlé de grèves. Des grèves des préfets. Et après, il y a d'autres grèves. Et les gens vont toujours être là, dans des revendications. C'est normal. Mais nous allons négocier un moratoire avec toutes les organisations socio-professionnelles pour dire, donnez-nous le temps de faire un grand dialogue. Donc ces dialogues sectoriels nous permettront d'avoir un moratoire de 2 ans. 2 ans. Et on va démarrer les dialogues pour la refondation nationale. Le Mali aujourd'hui a besoin de se refonder. On doit aller comme à la conférence nationale. On doit aller à ces dialogues de refondation nationale pour remettre presque tout à plat et aboutir à un nouveau contrat intercommunautaire et intracommunautaire. Parce que le tissu social est sérieusement fissuré. Ensuite, nous devons également travailler à rétablir un nouveau contrat social, cette fois-ci entre les citoyens et l'État. Parce que là aussi, il y a rupture de confiance. Et c'est à l'issue de ces dialogues
de refondation nationale que nous pensons que les choses sérieuses peuvent réellement partir. Mais nous allons continuer ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis très sincèrement, ça va être comme des tissus cousus de fil blanc. On va continuer. Toujours, on va un peu devant et on revient en arrière. Nous pensons réellement que ce dialogue-là est obligatoire. Nous sommes obligés de passer par là. Donc voilà comment nous comptons rassembler les Maliens autour d'un idéal pour dire les Mali, on peut les sauver. Notre pays, nous pouvons les sauver si nous nous mettons ensemble. Et le dialogue, l'objectif du dialogue, c'est rétablir la confiance à l'intérieur des communautés, entre les communautés et entre les citoyens et l'État. Quand vous dites « mettez-vous ensemble », ça veut dire l'absence de contradictions, l'absence de la démocratie, parce que la divergence de points de vue fait bien partie du jeu démocratique, M. Kadiouké. Et mettez-vous ensemble, ça veut dire qu'on doit s'entendre sur l'essentiel pour sauver notre pays. Et c'est dans la divergence que nous allons avancer. La démocratie exige qu'il y ait des points de vue différents. Et les points de vue différents ne sont que des enrichissements. Donc nous ne mettrons pas fin à la différence de points de vue. Nous pensons que nous devons nous accepter dans notre diversité. Le Mali est divers. Nous sommes divers sur tous les points. Du point de vue culturel, du point de vue linguistique et du point de vue des idées, nous sommes divers. Et cette diversité est une richesse pour nous, que nous encourageons. Ou est une richesse pour moi, que j'encourage. Parce que c'est comme ça que vous aimerez que je parle. Cette diversité est une richesse. C'est mon point de vue. Et quelle lecture faites-vous de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Vous, président de la République, qu'allez-vous faire? L'accord pour la paix et la réconciliation, je pense que c'est un acquis. C'est un acquis avec lequel il faut certainement compter. Mais ce qu'il faut faire, de mon point de vue, c'est une meilleure appropriation de cet accord-là. Je n'ai pas l'impression que tous les Maliens se sont appropriés ces documents. Aussi bien au niveau des sphères supérieures, au niveau des intellectuels, au niveau des cadres. Et nous ne sommes pas nombreux tous ceux qui ont lu ce document-là jusqu'au bout. Et c'est l'approprier. Ce n'est pas évident. Et au niveau des populations, c'est exactement la même chose. Les documents ont été traduits en langue nationale. Mais vous savez, nous sommes dans une culture d'oralité. Vous mettez le pacte pour l'accord pour la paix en bambara, vous le mettez en kel tamashek, vous le mettez en fulfulde, en écriture. Et ce n'est pas évident. Parce que les gens ne sont pas alphabétisés. Le vocabulaire s'est changé? Non, pas le vocabulaire. Le taux d'alphabétisation est de 31%. La majorité de la population ne sait pas lire ou écrire. Donc il faut plutôt traduire ce document-là en son audio. Mais vous, homme politique, qu'avez-vous fait dans ce domaine? Avez-vous entrepris de faire comprendre, d'expliquer l'accord aux populations? Nous l'avons fait. Nous l'avons fait sur les radios. Nous l'avons fait lors des conférences. Nous l'avons fait lors des conférences débats. Nous l'avons fait également lors de nos meetings. Et nous en parlons également dans nos partis politiques au cours des réunions. Les bilans, nous nous rendons compte que les gens ne connaissent pas très bien les documents. Donc vous pensez que votre sensibilisation n'a pas porté fruit? Oui, jusque-là, parce que c'est un espace assez limité. À notre niveau, on a maintenant compris. Mais ils sont nombreux qui ne sont pas dans ces cadres-là. Et donc il faut pouvoir faire mieux en tant que président de la République? Oui, parce qu'on aura un champ beaucoup plus large. On aura accès à beaucoup plus de choses. Et je pense que c'est bien possible. Parce que là, ça va concerner tous les cadres. Ça va concerner toutes les populations. Nous aurons beaucoup plus de moyens, ou j'aurai beaucoup plus de moyens en ce moment de faire en sorte que cela puisse être partagé. Vous insistez sur l'appropriation. Est-ce, selon vous, le principal blocage concernant la mise en œuvre de cet accord pour la paix? Et il n'y a pas que ça. Et ça, c'est par rapport à la conception, par rapport au comportement des hommes pour l'accord. Mais il y a d'autres blocages. Il y a des problèmes de financement. Et parce que l'accord, ça coûte aussi cher. Et le pays, en même temps, est un pays en guerre. Vous savez, la guerre, ça coûte très cher. Et il y a aussi souvent des problèmes de leadership, de mon point de vue. Et il y a des problèmes de coordination. Mais tous ces problèmes, ça dépendent du problème de leadership politique. Et si on travaille sérieusement à ce niveau-là, je pense que là, une bonne partie des problèmes peuvent être résolus. M. Kadiouké, cet accord a été signé, on le sait,
au forceps de la communauté internationale. C'était au moment où le Mali était en position de faiblesse. On sent réellement quelque part qu'il y a une accentuation de la pression de la communauté internationale qui soutient cet accord, qui finance également le développement socio-économique du Mali. Est-ce que vous, président de la République, aurez-vous le manche long pour essayer de renégocier cet accord, de le dire, il faut se l'approprier, mais il faut qu'il soit écrit et accepté par tous les Maliens? Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de réécrire l'accord. Je pense qu'il faut plutôt expliquer l'accord. Il faut l'expliquer. Il est bon à tout point de vue, cet accord? L'accord est bon. L'accord est bon de mon point de vue. Tout ce qui se trouve là-dedans, l'essentiel, c'est que notre intégrité territoriale, il n'y a pas de problème là-dessus. Et nous sommes tous ensemble dans une unité. Je pense que c'est le plus important. Les bénéficiaires, il y a beaucoup de choses dans l'accord qui sont d'une situation normale. Il y a des infrastructures qui sont prévues dans l'accord, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est des infrastructures nécessaires pour le développement de notre pays. Donc tous les bénéficiaires de l'accord, c'est des Maliens. Et si nous sommes d'accord en cela, moi je pense qu'il faut plutôt se l'approprier que de penser à une relecture de l'accord pour la paix. Depuis 2013, le discours sur la France, le discours officiel et celui du citoyen lambda sur la France divergent. Vous, président de la République, M. Kadiogé, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous maintenir l'état actuel des relations entre le Mali et la France ou allez-vous les renégocier? Notamment la coopération militaire tant décriée, par exemple. Je pense que la France nous a beaucoup aidés. Et je pense que c'est d'ailleurs l'occasion de remercier les autorités françaises et de l'époque et les autorités actuelles pour tout l'effort consenti pour soutenir notre pays. Et on peut dire qu'ils ont sauvé notre pays. Et ils continuent encore à être là. Ils perdent des enfants sur notre territoire, pour notre sécurité, pour notre stabilité. J'ai une pensée pieuse en ce moment-là pour tous ces enfants français qui sont morts sur notre territoire et toutes les autres victimes maliennes et étrangères. Je pense qu'il faut plutôt continuer à discuter avec la France. Il ne s'agit pas de renégocier. Et ils n'ont pas un autre intérêt particulier de mon point de vue et pour continuer à venir ici traquer le terrorisme, traquer des djihadistes. C'est l'intérêt dans leur pays. Parce que quand ils traquent ici, ils se mettent également à l'abri. Nous devons plutôt travailler dans un cadre de collaboration. Moi, je ne trouve pas que ce soit nécessaire d'aller à une renégociation du tout. Et le dialogue doit continuer. Le même débat doit continuer. Les partenariats avec la France, l'amitié avec la France, de mon point de vue, doit continuer. Et avec l'Algérie? Et avec l'Algérie, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des pays voisins. Et nous avons une obligation d'entretenir de très bonnes relations avec tous nos pays voisins. Nos frontières sont très vastes. Le pays est très grand. Et la meilleure façon de nous sécuriser, c'est de collaborer avec les pays voisins. Même si certains sont des bases arrières, des djihadistes ou des groupes armés? Et il faut travailler à supprimer cela. Il faut travailler avec eux à supprimer cela. Et je pense que tout cela se fait dans un cadre normal de collaboration, de partenariat entre des pays. C'est des situations qui peuvent arriver, mais il faut trouver des solutions dans un cadre de dialogue avec l'Algérie et avec d'autres pays. Modibo Kadiogé, vous estimez que la situation que vit le Mali est assez difficile. Et vous déclarez également que la France a sauvé le Mali. Le Mali est-il sauvé à l'heure où nous sommes? Et si la France n'était pas venue quand on était attaqué à partir de Konna, je ne sais pas très bien ce qui allait se passer. Ils sont intervenus en ce moment-là, ils ont pu arrêter une situation. Et c'est là où je dis que la France a sauvé le Mali. C'est vrai, nous continuons à souffrir. C'est vrai, c'est une réalité. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Voilà. Et l'amunissement, quel a été son rôle? L'amunissement est en train de jouer aussi son rôle. L'amunissement est là, c'est une force qui est là aussi pour nous aider à traquer les djihadistes. C'est une force qui est là pour nous aider également à lutter contre le terrorisme. Je pense que l'amunissement aussi joue son rôle dans notre pays. Certains pensent qu'elle empêche l'armée malienne, les autorités maliennes, à être par exemple à Kidal. Quel est votre point de vue sur cette question? Et non, je ne crois pas que ce soit l'amunissement. C'est qui alors? Et moi, je pense que par rapport à Kidal, c'est une décision entre les pays. Et je pense qu'à un certain moment, il y a eu des discussions à un niveau assez élevé entre l'État malien, la France et d'autres partenaires.
Ils ont expliqué, les chefs d'État ont expliqué à un certain moment pourquoi l'armée malienne n'est pas allée à Kidal. Mais aujourd'hui, je pense que ce problème est réglé. Ce problème est réglé aujourd'hui. Ce problème est réglé? Et de mon point de vue. Vous serez à Kidal pour la campagne? Oui, moi je serai à Kidal. Moi j'ai quitté Kidal il n'y a pas très longtemps. Et pendant la période d'occupation, je suis aussi allé à Kidal. Et quand les 3 régions étaient occupées, j'ai été à Kidal. J'ai été à Kidal il n'y a pas très longtemps. J'ai été jusqu'à Igouzar, là où il y a l'orpaillage traditionnel. J'ai été à Igouzar. De mon point de vue, ça ne pose aucun problème. Et aujourd'hui, dans le cadre du MOC, vous savez qu'il y a des militaires aujourd'hui qui sont arrivés sur le terrain. Ça ne posera aucun problème que l'administration retourne. Il y a un gouverneur aujourd'hui à Kidal. Il y a un gouverneur à Kidal. Il y a un préfet à Tessalit. Et je pense que c'est possible. Monsieur Kadiogé, vous l'avez dit, une grande partie des Maliens ne savent pas lire et écrire. Qu'allez-vous faire dans le domaine de l'éducation? Dans le domaine de l'éducation, lire et écrire, moi je les mettrais dans l'alphabétisation. L'alphabétisation, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller avec une méthode différente. Il faut mettre l'accent sur les langues nationales. Si vous voulez alphabétiser le maximum des populations, il faut apprendre à lire et à écrire dans sa langue, tout simplement. Si vous êtes Soraï, vous apprenez à lire et à écrire dans votre langue. Vous pouvez apprendre le français si vous allez à l'école classique. Mais celui qui n'est pas allé à l'école classique, la méthode la plus rapide pour apprendre à écrire, c'est d'apprendre dans sa propre langue. Nous pensons que très rapidement, en 5 ans, nous sommes actuellement à 31%, en 5 ans, on peut atteindre 70% des taux d'alphabétisation dans notre pays. Mais en changeant de méthode, tout simplement. En changeant de méthode. Et cela est possible. Maintenant, dans le domaine de l'éducation, il y a un travail à faire. Parce que vous savez, tous les problèmes que nous avons par rapport au chômage, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est lié un peu en amont à ce qui se passe en amont. Et notre système éducatif fait un système de formatage comme pour être salarié. Et la qualité de la formation et également l'ajustement entre la formation et le marché du travail, tout cela fait que c'est très très difficile de trouver de l'emploi. Nous avons des profils dans notre pays, sociologie, socio-anthropologie, sciences de l'éducation, géographie, droit, des formations du tertiaire comme marketing et autres, où l'insertion est très difficile. Donc nous pensons qu'il faut réellement inverser. Il faut faire en sorte que l'école forme avec pour objectif l'insertion. Au niveau du secondaire, je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui dans les secteurs, au niveau du secondaire, c'est 25% à peu près de l'effectif qui se trouve dans l'enseignement public. 75% sont dans l'enseignement privé. Nous travaillerons, je travaillerai moi à inverser cela. Je vais donner plus l'accent sur l'enseignement public. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles publiques qui sont vides et les élèves sont dans l'enseignement privé. Et en même temps, l'État a recruté beaucoup d'enseignants. Ces enseignants sont là et les élèves ne sont pas là. Moi, je travaillerai à inverser. Il faudrait que la majorité des élèves soient au niveau de l'enseignement public. On va continuer avec le secteur privé, mais on va d'abord faire le plein de l'enseignement public. Et le reste va être cédé à l'enseignement privé. Et cela va dégager des ressources. Et ces ressources pourront également contribuer à continuer à construire des établissements. Deuxième mesure importante, c'est l'orientation vers des filières techniques. Il faut orienter vers des filières techniques qui correspondent à nos vrais besoins. Voilà des mesures importantes que je prendrai par rapport à l'éducation. Revenons sur l'alphabétisation. S'il faut apprendre à lire et à écrire à un paysan, par exemple, du centre du Mali dans sa langue, alors qu'il doit utiliser des produits agricoles qui sont écrits dans la langue du fabricant, n'est-ce pas là des difficultés supplémentaires? Non, pas forcément. Parce que vous savez, les langues ne sont pas écrites parce qu'elles ne sont pas bien pratiquées. Quand vous allez commencer à apprendre dans nos langues, et dès lors que la population augmente, les fabricants vont commencer à utiliser même ces langues-là. Il n'y a aucun problème. Et deuxième chose, c'est que quand vous apprenez votre langue, vous apprenez dans l'écriture avec votre langue,
vous accédez plus facilement aussi à d'autres langues. Parce que la base, c'est votre langue. Cela vous permet plus facilement d'aller aussi apprendre une autre langue. Mais ce n'est pas compliqué dans un pays que de traduire également ces documents-là. Les produits les plus utilisés, on peut aussi les traduire en langue nationale pour que les populations puissent y accéder. Mais la méthode dont vous faites allusion tout à l'heure a été expérimentée au Mali et le résultat, on le sait. Oui, et je pense que peut-être que c'est la méthode qui a manqué. C'est la méthode qui a manqué et ce qui a été expérimenté dans notre pays, c'était beaucoup plus l'enseignement des langues nationales à l'école. Nous allons continuer, je vais continuer cela. Mais en plus de ça, c'est l'alphabétisation tous azimuts des populations. Parce qu'il faut que la majorité des Maliens sachent lire et écrire. Et dès lors que nous saurons lire et écrire, tous les documents que vous avez, que ce soit la Constitution, que ce soit nos textes, nous pourrons les traduire dans nos langues. Et il y a aussi une possibilité, aujourd'hui, vous le savez, avec la nouvelle technologie, vous savez très bien qu'il y a une possibilité de traduction, même des langues, de traduction de nos langues, avec également avec les langues étrangères. Tout cela est possible avec des logiciels et ça ne posera aucun problème. Et c'est ça un peu la différence entre ce que moi je vais faire et ce qui a déjà été fait. Les jeunes, par manque de perspectives, des jeunes Maliens sont obligés par milliers de traverser le Sahara, la Méditerranée dans l'espoir d'une vie meilleure en Occident. Vous, si vous êtes élu président de la République, comment alliez-vous faire pour renverser cette tendance? On sait que les jeunes travaillent quand même. La plupart sont aussi diplômés. Ceux qui traversent la Méditerranée ne sont pas que des analphabètes. Alors comment leur donner des meilleures garanties de travail, de dignité pour qu'ils restent sur place? Je pense qu'il faut travailler à créer des emplois. Ce qui amène la majorité de ces jeunes à tenter cette aventure et cette expérience, très souvent, c'est des problèmes de précarité. C'est vrai que nous sommes d'une culture de migration. Et là, je dois dire également que j'ai une pensée pieuse pour toutes ces victimes-là qui ont perdu la vie dans la mer, à la recherche du bonheur. L'essentiel ici, c'est qu'il faut travailler à créer des emplois pour les jeunes. Vous savez, il y a 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. 300 000 jeunes. 300 000 jeunes, ça fait 1,5 million en 5 ans. Il faut travailler à donner de l'emploi au moins à 1 million sur les 1,5 million. C'est ce que vous allez faire? C'est ce que je vais faire. Comment? Et d'abord, en travaillant à recycler déjà les jeunes que j'ai cités tantôt, il faut travailler à leur donner de nouveaux profils. Et il faut également mettre beaucoup l'accent sur l'entrepreneuriat. Et c'est très important. Et vous savez, les petites et moyennes entreprises, c'est la solution au chômage. Mais il se trouve que dans notre pays, les jeunes sont formatés depuis l'école comme pour être des salariés. Et il faut un changement de mentalité. Il faut mettre des mécanismes ici pour les rendre confiants, pour qu'ils puissent s'exercer à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut créer des emplois. Et on peut créer 1 million d'emplois dans notre pays. En allant également dans des secteurs où nous avons des avantages comparatifs, les secteurs de l'agriculture. Il faut réellement travailler à appuyer l'agriculture. Vous voyez un peu dans notre pays, nous importons tout aujourd'hui. Nous importons même de l'oignon. Nous importons de la tomate. Nous importons de la menthe. Nous importons beaucoup de riz. Et vous croyez que c'est normal dans notre pays? Nous avons le soleil 12 mois de l'année. Nous avons de l'eau. Nous avons de la bonne terre. Et nous avons les jeunes. Qu'est-ce qui nous manque? C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Nous avons du coton ici. Nous pensons aujourd'hui, c'est 700 000 tonnes que nous faisons. On peut faire 1 million de tonnes. Et quand nous produisons le coton, mais il faut les transformer. Si vous les transformez, mais il faut travailler à les consommer. Nos tenues militaires, les habillements, ça vient d'où? Ça vient de l'extérieur. Mais le coton, là, il est fait où? Le coton, il est produit ici. Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes de fabriquer nos tenues à travers les industries que nous avons ici? Il y a Batexi, il y a la Comatex. Il faut les faire travailler, produire nos tenues militaires ici, à partir de notre coton. Coudre ces tenues militaires avec nos artisans, ce n'est pas sorcier. C'est exactement les mêmes machines, c'est les mêmes technologies. On va faire coudre ces tenues militaires ici. Et ce sont nos artisans
qui vont faire ce travail-là. Monsieur Modibo Kadiogé, quand vous dites que nous avons de l'eau, nous avons de la terre, la baisse de la pluviométrie, la dégradation des terres, la dégradation de l'environnement, est-ce que les changements climatiques, vous êtes en train de dire que ce n'est pas une réalité au Mali? C'est une réalité au Mali. Mais ce qui est aussi réel au Mali, c'est que nous avons un potentiel immense. Quand vous allez dans la zone de l'Office du Niger, vous avez de la terre qui est là. Et vous avez de l'eau. Qui est cultivable? Qui est cultivable. Qui est très bien cultivable. Nous sommes à un pourcentage très bas de l'exploitation de la zone de l'Office du Niger. Et nous n'avons pas encore utilisé toutes les eaux à notre disposition. Il y a les eaux souterraines que nous n'avons pas utilisées. Il n'y a aucun problème. Et il y a aussi une mauvaise utilisation que nous faisons de l'eau. Il faut changer les méthodes. Quand vous allez en Inde, vous allez voir qu'entre les pieds de riz, vous pouvez circuler à vélo. En Inde. Et nous faisons également une seule récolte dans l'année. Et cela n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, il est permis, on a des semences avec lesquelles aujourd'hui, on peut faire 2 ou 3 récoltes dans l'année. Nous faisons une seule récolte. Il faut changer tout cela. Et tout cela va contribuer à créer de l'emploi. Et nos besoins, nous ne sommes pas autosuffisants en matière alimentaire. Mais il faut travailler à cela. Il faut booster l'agriculture. Aujourd'hui, les subventions à l'agriculture, c'est à peu près 30%. Nous allons mettre cette subvention à 70%. Monsieur Kadiogé, nous ne sommes pas autosuffisants ou nous ne transformons pas? Parce qu'en matière de production de coton, par exemple, nous sommes parmi les premiers. Oui, mais je vous ai dit... Mais 98% de ce coton est exporté. Donc la question est que, est-ce que nous sommes autosuffisants ou est-ce que nous ne transformons pas ce que nous produisons? C'est les deux, ça dépend de la matière. En matière de coton, le coton est là, mais il n'est pas transformé. Mais il y a d'autres produits, on sent que nous ne sommes pas autosuffisants. On importe. Et il faut arrêter l'importation. Il faut arrêter l'importation. Il faut produire nous-mêmes ici. Et nous sommes capables de produire suffisamment pour être autosuffisants. Nous ne devons pas consommer de la tomate importée. Nous ne devons pas consommer de l'oignon importé. Nous ne devons pas consommer du riz importé. Nous ne devons pas consommer du mil importé. Nous avons suffisamment de potentiel dans notre pays pour produire et même exporter. Et si les autres pays disaient également qu'ils ne vont pas manger de la tomate importée? Donc, du coup, la tomate que le Mali va exporter. Mais c'est très bien. Mais c'est maintenant une question de concurrence. Quelle sera l'utilité de l'exportation dans ce cas? Mais l'utilité de l'exportation, mais vous savez les tomates qu'on vend ici, je ne citerai pas le nom du pays, vous savez, ça fait combien de kilomètres pour être vendu ici? Ça fait 3000 kilomètres pour être vendu ici. Et c'est rentable. Vous savez comment? Vous analysez les pays de destination et vous adaptez votre politique. Et ça se vend. Ça se vend. Maintenant, il appartient au pays qui reçoit de réagir. Et il nous appartient de réagir et de faire en sorte que nous n'importions plus. Et on peut ne plus importer. Mais M. Kadiogé, avec la marche actuelle du monde où ce sont les puissances, notamment occidentales et asiatiques, qui déterminent le prix sur le marché international, notamment dans les exportations, est-ce que cette politique que vous voudrez mettre en place aura la chance de passer? Ah oui, et bien sûr. Vous ne serez pas confronté à un lobbying puissant, par exemple, de la part des pays comme la Chine, les États-Unis ou le Vietnam? Je ne crois pas. Quand moi je produis au Mali, le marché est tout prêt. Je ne fournis pas beaucoup d'efforts pour atteindre le marché. Le marché est tout prêt. Alors je subventionne l'agriculture. Je subventionne tout ce qui rentre dans l'agriculture, à 70%. Que ce soit les c'est la subvention qui est la solution, parce que c'est la même situation qui est dénoncée par rapport à l'électrification. Quand vous promouvez l'entrepreneuriat, les entrepreneurs aujourd'hui, le secteur privé dénonce une situation qui est que l'électricité que fournit EDM est subventionnée. Pour eux, ce n'est pas subventionné. Du coup, au niveau local, les gens veulent l'énergie du Mali au même prix, l'électricité au même prix que l'énergie du Mali. Alors, est-ce que vous pensez que la subvention est réellement une solution? La subvention est une solution. Comment? La subvention est une solution. La subvention va permettre aux populations, aux paysans, d'accéder plus facilement aux équipements. Qu'est-ce que ça va coûter à l'État? Ça va coûter à l'État. Cela va coûter à l'État. Mais c'est important. Parce que l'emploi aussi est une bonne chose pour le pays. Il faut créer des emplois. Et ça va coûter à l'État, mais ce n'est pas de l'argent perdu. Et comment on va récupérer ça? Vous savez, il y a beaucoup d'exonérations. Tous les riz qu'on importe, il y a une exonération là-dessus. Et c'est beaucoup de milliards. Vous récupérez ça et vous investissez dans la subvention. Et quand vous subventionnez,
les populations accèdent facilement aux équipements. Tout ce qu'il y a comme équipement mécanique. Les populations accèdent aussi facilement à tout ce qu'il y a comme intrants, à tout ce qu'il y a comme semences. Et c'est là important. Et du coup, vous créez aussi énormément d'emplois dans votre pays. Vous devenez autosuffisant. Je pense que c'est très important. Et ce n'est pas qu'au Mali que ça existe. Il va falloir changer la mentalité également. Aujourd'hui, quand on va dans l'assiette du citoyen lambda, c'est du riz taïwanais, chinois. Ah oui, mais il faut travailler à cela. Parce que du coup, quand vous travaillez, quand vous subventionnez, vous travaillez aussi sur la qualité. Vous travaillez sur la qualité parce que nous sommes dans un monde de concurrence. C'est la même chose. Quand vous regardez les oranges qu'on consomme ici, les oranges n'ont pas les mêmes apparences. Mais c'est une question de technologie. C'est une question de méthode. Et nous devons travailler dans le cadre d'une concurrence à améliorer également nos produits. Parce qu'on ne va pas dire on n'importe pas en faisant une moindre qualité. Nous sommes obligés de nous mettre au même niveau pour avoir des produits de même qualité. Est-ce que les Maliens courent réellement vers la qualité plutôt que vers le prix? Parce que quand vous parlez par exemple des tissus traditionnels, le koba, qui est sollicité par certains Maliens, mais qui estiment aujourd'hui que c'est plus cher comparé au wax, au basin qui est importé par exemple, mais qui est très sollicité. Donc quand je parle de qualité, je parle des produits agricoles. Et vous parlez du riz thaïlandais, vous amenez un riz qui n'a pas la même qualité, qui n'est pas de la même façon, ce n'est pas les mêmes variétés. Les gens ont une tendance. Et donc, vous vous mettez à niveau. C'est-à-dire, vous vous mettez au niveau de la qualité de concurrence pour que votre riz puisse être vendu dans votre pays. Le riz thaïlandais n'est-il pas moins cher que le riz du Mali? Et ce n'est pas normal que le riz thaïlandais soit moins cher que le riz malien. Parce que le riz thaïlandais, on le transporte. Et on l'amène de très loin. Et pourquoi il est moins cher? C'est parce qu'il est certainement subventionné. Et dès lors que vous allez accorder également votre subvention, alors vous vous mettez au même niveau. C'est là où je parle de qualité. D'accord. Monsieur Kadiogé, il nous reste 8 minutes. Si vous êtes élu président de la République, quelles sont les 3 premières décisions que vous allez prendre? Les 3 premières décisions que je vais prendre, je l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des mesures de sécurité, mais avant cela, je vais travailler à réduire le train de vie de l'État. Je pense que les services publics dans notre pays coûtent très cher à l'État. Il faut travailler à réduire le train de vie de l'État et ça va nous faire une économie énorme. Vous savez, vous avez des responsables des services publics qui ont des salaires à un niveau assez élevé. Je pense qu'il faut mettre un plafond par rapport au salaire des travailleurs, des responsables des services publics. Allez-vous augmenter le salaire ou diminuer? Et le salaire de base, c'est possible. Le plancher peut être relevé pour être acceptable. Parce qu'il y a des salaires aussi qui ne contribuent pas à motiver les responsables. Mais les plafonds aussi, il faut les limiter. Et ça, il faut travailler réellement à cela. Cela va faire beaucoup d'économies. Nous achetons également des équipements qui ne sont pas utiles. Rendez-vous compte des véhicules que nous achetons. Des V8, beaucoup de V8. Et réellement, est-ce que ça correspond réellement à des besoins réels? Et des Prado ne pourraient pas régler ces problèmes-là. Et d'autres types de véhicules que nous achetons, je pense qu'il faut travailler aussi à cela. Et il y a aussi beaucoup d'autres gaspillages dans notre pays. Je pense que nous l'avons dit, je l'ai dit dans ma déclaration. Quelles seront les 2 autres décisions? Et les 2 autres décisions, et je l'ai dit, c'est prendre des mesures de sécurité. Pour moi, c'est essentiel. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, on ne pourra rien faire. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'agriculture. Il faut forcément assurer la sécurité des personnes et des biens. Que ce soit à Massina, que ce soit à Nyono, à Yuwaru, à Teninkoum, à Bankas, à Koro, à Douazan, Bayangara, Kidal, Gao, Tombouctou, sur toute l'étendue du territoire, y compris Bamako et les trajets. Il faut assurer la sécurité des personnes et des biens. Assurer la sécurité également, de sécurité alimentaire des personnes et du bétail. 3e mesure que je prendrai également, c'est de lancer le processus de dialogue. Nous pensons qu'il faut réellement commencer par là. Si on sécurise, on arrive à avoir un niveau de sécurité, il faut lancer le processus de dialogue avec ce que j'ai appelé le dialogue sectoriel pour avoir un moratoire et lancer le dialogue de refondation nationale. Le Mali réellement a besoin
de s'arrêter, d'évaluer et de redémarrer avec un nouveau contrat social. Voilà les 3 mesures que je prendrai. En quelques secondes, peut-être 30 secondes, quelle est la place de la femme dans votre projet de société, puisqu'elle représente la majeure partie de la population malienne? Bon, la femme, je pense qu'il y a déjà des mesures qui sont annoncées, des mesures qui sont prises. Je pense qu'il faut... Mais vous, quelles sont celles que vous allez prendre? Moi, je vais continuer à travailler sur ce volet-là. Ça fait 51% de la population. Vous pensez que les mesures qui sont prises donc sont déjà suffisantes? Les mesures sont suffisantes, il faut renforcer, à appliquer réellement. Et il faut les appliquer réellement, parce que c'est 51% de la population. Un pays ne peut pas laisser 51% et vouloir avancer. Cela n'est pas possible. Le Mali est-il en train de laisser ces 51%? Et avec les mesures qui sont prises, si elles sont appliquées, non. Mais il faut qu'on les applique. Et je travaillerai à les appliquer sérieusement, à impliquer la femme. Je pense qu'elles doivent jouer réellement, pleinement leur rôle dans le développement de notre pays. Il faut travailler à cela. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre. La femme rurale, quel doit être son statut? Elle doit surpasser les barrières socioculturelles? Et non, il ne faut pas forcer. Je pense qu'il faut aller à notre rythme. Il faut aller à notre rythme. Et les femmes en milieu rural sont dans un cadre, si vous ne voulez pas créer un bouleversement qui va nous amener d'autres problèmes, je pense qu'il faut laisser les choses aller à leur rythme normal. Donc, Monsieur Kadiogué, vous êtes en campagne. Pensez-vous bénéficier d'un traitement de l'information équitable au niveau des médias? Oui, je suis passé au comité d'égal accès aux médias d'État. J'ai eu droit à mes 5 minutes de déclaration. Et comme tous les candidats, les mêmes types de traitement. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et maintenant, les médias d'État, et ce n'est pas que la déclaration des candidats, c'est aussi les autres activités qui se passent. Et là, certainement, c'est des choses certainement à revoir pendant les périodes de campagne. Si vous avez un dernier message en 5 secondes, 30 secondes à l'endroit des populations maliennes, ce serait lequel? Et nous sommes en train d'aller à des élections. Cette élection du président de la République. Nous avons récemment signé un code de déontologie. Je pense que nous devons tout faire pour que ces élections se passent bien. Le pays est très fragile. Le pays a beaucoup souffert. On ne doit pas en rajouter. Si nous avons signé, nous avons engagé tous nos militants. Nous avons tous signé. Ceux qui étaient représentés aussi ont signé. Et je pense qu'on doit tout faire pour que les élections se passent bien. Monsieur Kadiogué, qu'est-ce qui vous différencie des 23 autres candidats? C'est la vision. Vous pensez que les 23 autres candidats n'ont pas de vision? Non, on n'a pas la même vision. Nous avons une vision, moi j'ai une vision basée sur le PNP. Par nous, nous pouvons. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Penser que les solutions les plus durables sont les solutions endogènes. Compter d'abord sur nos propres forces et nous dire que la solution à nos problèmes, c'est d'abord nous. C'est pourquoi par rapport à la sécurité, nous mettrons l'accent sur la sécurité avec les femmes. Quand on quitte les femmes, on peut aller au G5 Sahel. Cela est une façon aussi du PNP. Et c'est après cela que les forces étrangères doivent intervenir. Mais de mon point de vue, nous devons travailler à ce que notre sécurité soit assurée par nos propres forces de sécurité et de défense. Monsieur Modibo Kadiogué, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce grand dialogue. Nous recevions M. Modibo Kadiogué. Il est candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain au compte de l'Alliance pour le Mali. Merci également à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos radios partenaires. Très belle soirée. À demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.